Elle peut prendre combien d'électrons? La couche L peut prendre combien d'électrons? 4. 4, non? Combien d'électrons maximum, j'ai dit. Combien d'électrons que ça va prendre, non? Qui est au maximum. Au maximum, ça peut prendre 8. Mais comme on a... Donc, on a ces 4 électrons-là, ça nous donne K2L4. Donc, K2L4, c'est la structure électronique de l'atome carbone. Maintenant, il y a une autre théorie, notamment la théorie quantique, qui donne beaucoup plus d'informations sur la façon dont les électrons sont arrangés autour de l'atome. Cette théorie dit quoi? Bien, bon, et en fait, avec cette théorie, d'abord, cette théorie, c'est comme si les électrons se trouvaient dans des couches électroniques autour du noyau. Mais il y a une théorie qui dit, par exemple, dans chaque couche, on a ce qu'on appelle des sous-couches. La théorie des orbitales atomiques. Par exemple, on a des orbitales P, D, F, H, etc. Est-ce que vous connaissez cette théorie-là? On va appeler par exemple la configuration électronique d'un atome. Les électrons d'un atome alors. Allô? Vous connaissez cette théorie? La théorie des orbitales atomiques. Par exemple, si par exemple je prends un atome tel que le carbone, quand je dis un S2, 2S2, 2B2. Vous êtes familier, vous connaissez déjà, vous avez déjà fait ça? On a vu. Vous aviez fait en quelle classe? D'accord. Vous l'aviez fait en NS3 également? On n'avait pas fait Ça fait un gros rappel. Est-ce qu'on avait fait en NS2 également? Non. On avait fait un troisième. OK. Bon, en principe, on devrait faire ça pendant les 4 années du niveau secondaire. C'est la configuration électronique. La configuration électronique, c'est oui, la théorie qui est qui a rapport avec la physique quantique. Configuration électronique. D'abord, cette théorie-là, l'électron peut être considéré comme étant un élément quantique. Un élément quantique, c'est un élément qui est différent d'un élément classique. Je veux savoir avoir fait la différence entre élément et élément quantique. Dans le cours de physique que j'avais fait pour vous au commencement de l'année, j'avais fait la différence, par exemple, pour un élément quantique et classique. Par exemple, si on connaît sa vitesse, on veut donner, par exemple, pour un instant donné, on veut donner la distance qu'il va parcourir. Et on peut donner, dès qu'on connaît l'équation du mouvement d'une particule classique, on veut donner sa position. Par exemple, on avait un cours de mécanique où on apprenait à calculer les vitesses, déplacements, on donnait les coordonnées d'un mobile qui se déplaçait dans le plan et dans le temps. Donc, d'après la théorie classique, si une particule qui se déplace suivant l'équation x de t égale par exemple 2t carré plus 3. Avec x qui est la position, quand j'ai dit x de t, c'est la position de la particule à l'instant t. Par exemple, si on vous demande à t égale à 0 secondes, quelle est la position de cette particule? 3. On remplace ça dans la formule, on calcule x de 0. Donc, ça nous donne 2 fois 0 exposant 2 plus 3. Donc, ça nous donne 3. Maintenant, le résultat quoi? Eh bien, ça signifie que on est sur un axe gradué où le commencement ou encore l'origine correspond à 0, donc pas de déplacement du tout. Après, qu'est-ce qu'on a? On a
déplacement de 1, de 2, de 3, etc. Ça, c'est une question de graduation, mais on pourrait donner des propositions. De là, eh bien, on dit le mobile qui est en train de se déplacer, eh bien, au commencement du mouvement, il était déjà à la position x égale à 3. N'oubliez pas t égale à 0, ça signifie au commencement de son mouvement. Maintenant, à t égale à 2 secondes, est-ce que ce mobile-là sera toujours à la position 3? Est-ce qu'il sera toujours au même endroit? Il sera au même endroit. T égale à 2. On calcule cette nouvelle à l'aide de ce qu'on appelle son équation linéaire. Donc, on calcule x de 2, 2 fois 2 carré, 3. Au commencement, il était à la position. Ça veut dire que 3 mètres. Et à l'espace égal à 2 secondes, il est déjà à la position 11. Donc, quelle est l'utilité de cette équation-là? Eh bien, cette équation nous donne, l'équation x de t égale à 2, t carré plus 3, elle nous donne la position du mobile à chaque instant. Dès qu'on nous donne l'instant, pour trouver la position, eh bien, on apporte la valeur de l'instant dans la formule et ça nous donne la position du mobile. Maintenant, un tel objet, à savoir le mobile, est qualifié d'un objet classique. Pour quelle raison? Parce que à l'aide de son équation horaire, on peut donner sa position exacte dans le temps. Donc, dès qu'on est dans la capacité de donner la position d'un objet à l'aide de son équation, eh bien, on qualifie cet objet d'objet classique. Mais il y a des objets dont la description des positions n'est pas possible. Si je prends un élément qui n'est pas un élément classique, comme un électron ou bien un proton, eh bien, on ne peut pas vraiment prédire avec autant de facilité la position d'un électron. Un électron lui-même sera qualifié d'objet quantique. Pour un autre quantique, il est difficile de dire, par exemple, à tel instant, parce qu'il va se trouver. Par exemple, si je lance un électron sur la table, eh bien, au moment où je lance l'électron peut se trouver à la fois sur la table et en France, par exemple. L'électron a la possibilité de se trouver en près de 1000 endroits différents. C'est tout à fait pour un élément classique. Un électron qui est un élément quantique, il a la possibilité d'être dans plusieurs endroits à la fois. Mais pour l'élément classique, ce n'est pas possible. Donc, du coup, pour décrire ces propriétés qui sont très nettement différentes, donc, on était obligé de voir une nouvelle physique qu'on appelle physique quantique. Mais d'après la physique quantique, il est impossible de donner la position exacte d'un électron. Ce que l'on peut donner, on peut donner une possibilité de présence pour un électron en un endroit donné. Et cette possibilité de présence est orbitale. Étant donné qu'on n'est pas capable de donner la position exacte d'un électron, tout ce qu'on peut faire, on peut donner une approximation de sa position de se retrouver pour un instant donné. Cet endroit-là, où il est très probable de trouver l'électron, c'est ce qu'on appelle une orbitale. Cette orbitale-là est caractérisée par 4 nombres quantiques. C'est quoi l'orbitale? Par définition, l'orbitale, c'est l'endroit où il est le plus probable de trouver un électron. Vu qu'il est impossible de connaître sa position exacte, eh bien, on veut tout de même donner une approximation de sa position. Cette approximation-là est appelée orbitale. Elle est définie comme étant l'espace où il est probable. Et le plus probable, des fois on quantifie même cette probabilité. On quantifie cette probabilité comme étant à 95%. Donc c'est l'espace où il est le plus probable de trouver l'électron. Un orbital
Maintenant, l'électron va être caractérisé par 4 nombres quantiques. L'électron est donc caractérisé par 4 nombres qu'on appelle les nombres quantiques. Les nombres quantiques qu'on représente par les lettres N, L, ML et S. Avec N, c'est le nombre quantique que l'on connaissait déjà. N, c'est ce qu'on appelle encore la couche électronique. Par exemple, quand on avait dit K, L, M, N, O, P, etc., eh bien, c'est ce qu'on appelle encore N. C'est le nombre quantique N. On peut représenter par des chiffres aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec 1 qui est pour K, 2 qui est pour L, 3 qui est pour M, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle N, c'est ce qu'on appelle le nombre quantique principal. C'est le nombre quantique principal. Monsieur, vous pouvez remonter, s'il vous plaît. Ça va, comme ça. Attendez-moi, je vais... Quelles sont les valeurs possibles pour le nombre quantique n? Les valeurs possibles pour le nombre quantique n. Il y a 4 nombres quantiques qui sont n, L, M, et S. S. Donc, quelles sont les valeurs possibles pour le nombre quantique principal, L. Quelles sont les différentes valeurs que peut prendre le nombre quantique principal, N? Vous connaissez? N peut être égal à quoi? Nombre quantique N peut être égal à quoi? Ça peut être égal à 1, 2, très bien, 3, 4, etc. Avec 1, une première couche, 2, deuxième, 3, troisième couche, etc. Il y a d'autres noms qu'on donne encore à N. N, on l'appelle encore niveau d'énergie. Niveau d'énergie. Après le nombre quantique N, qu'est-ce qui vient? Après N, on a le nombre quantique L. Si N, on l'avait appelé nombre quantique principal, et bien L, on l'appelle nombre quantique secondaire. Secondaire ou encore le nombre quantique azimutal. En fait, si N désignait les couches d'électrons électroniques, eh bien, L lui-même désigne des sous-couches, des sous-couches électroniques. Les valeurs de N dépendent de celles de N. Par exemple, L varie de 0 à N-1. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que pour chaque valeur de N, on aura des valeurs possibles, des valeurs permises pour L. Exemple, si N est égal à 4, L va varier entre quoi et quoi? Si N est égal à 4. N va varier entre quoi et quoi? Entre 0 et 3. Entre 0 et 3. Entre 0 et 3. Donc, ça signifie L va être égal à 0, ou peut être égal à 0 et 3. 3. Donc, ça prendra 4 valeurs. Et si N égale à 5, L va varier entre quoi et quoi? Entre 0
et 4. Donc, les Entre valeurs 0 et 4. seront 0, 1, 2, 3 et 4. Maintenant, ce qui est intéressant dans tout ça, si n égale à 4, elle aura 4 valeurs. Si n égale à 5, elle aura 5 valeurs, ainsi de suite. Ça, c'est tout à fait logique. C'est facile à capter. Maintenant, donc, en résumé, ça signifie quoi? N peut être égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, pour chacune de ces valeurs de N, on aura des valeurs possibles. N. Pour L, ces valeurs sont, par exemple, pour N égale à 1, on aura quelle valeur pour L? 0. 0. Pour N égale à 2, on aura combien de valeurs? 0 et 1. 0 et 1. 1. Ouais, 0, 1. N égale à 3, on aura quelle valeur maintenant? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2. 1, 2. Très bien. Et pour N égale à 4, on aura 4 valeurs qui sont 0, 0. 1, 2, 3. Pour N égale à 5, on aura combien de valeurs? 0 jusqu'à 4. Oui, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc, maintenant, on a présenté le nombre quantique N et le nombre quantique L. Maintenant, le nombre quantique ML. ML lui-même, il est appelé nombre quantique magnétique. Pourquoi? Parce que, étant donné que l'électron a une charge électrique, donc il est doué de propriétés magnétiques. Donc, grâce à cette charge, il a des propriétés magnétiques. Donc, il sera caractérisé par un nombre quantique qu'on a représenté par ML qui tient compte de cette propriété magnétique. ML, ces valeurs elles-mêmes sont comprises entre moins L, varient de moins L à L. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie si L égale à 1, ML va varier entre quoi et quoi? Entre moins 1 et 1. Donc, les valeurs permises pour ML à ce moment-là seront moins 1, Moins 1 et à 1. moins 1, 0, 1. N'oublie pas 0. Un autre exemple, si L égale à 2, ML va être égal à quoi? Va être composé de quoi et quoi? Moins 2, moins 1, 0, 0, 1, 2. Vous voyez? Par exemple, pour L égale à 2, ML prend combien de valeurs? Elle prend 5 valeurs. Ok, maintenant, ça devient là compliqué. Par exemple, on parle de N. N qui peut être égal à 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Maintenant, les valeurs de L. N'oubliez pas que chaque valeur de L, on a des valeurs permises pour L. Par exemple, pour N égale à 1, on aura une seule valeur pour L. On a 0. 0. Pour N égale à 2, on a deux valeurs. 0, 1. Pour N égale à 3, on en a 3. 0, 1, 2. Pour N égale à 4, on a également 4 valeurs. 0, 1, 2, 3. Pour N égale à 5, on a 5 valeurs. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 4. Maintenant aussi, pour chaque valeur de ML, on aura des valeurs pour chaque valeur de L alors. On aura des valeurs pour ML. Pour L égale à 0, on aura quelle valeur pour ML? De 0 à 1. Non, c'est de moins 0 à L. Donc, de moins 0 à 0, ça fait quoi? Moins 0 à 0, ça fait quoi? OK. Ça fait 0. C'est comme si c'était mathématique. De rien du tout. Ça fait seulement 0. N'oubliez pas que moins 0, c'est encore 0. Oui, 0. Donc, pour L égale à 0, on aura également 0 pour ML. 0. Donc, également, Oui. pour ce L qui est 0, on a 0. Mais pour celui-là, on aura quoi? On aura 1, 0, 0, 0. 1. Et puis 1. Donc, maintenant, par exemple, pour N égale à quoi? N'oubliez pas qu'on a 3, 0. 0. Ici, on a On a moins 1, 0.
Ici, on aura quoi? On aura 5 au total. Moins 2. Moins 1. Moins 1, 0, 1, 2. 0, 1, 2. Pourquoi comme ça devient compliqué? Oui. Et maintenant, l'autre nombre quantique qui reste, c'est S. S lui-même, on l'appelle le nombre quantique de spin. Le nombre quantique de spin qui donne le sens du mouvement des électrons. En réalité, lorsqu'un électron fait son mouvement, il y a deux possibilités. Soit ça tourne dans le sens anti-horaire, ou bien ça tourne dans le sens horaire. Donc, si caractérise ce mouvement-là, c'est le nombre quantique de spin. S pour spin. Le nombre quantique de spin avec S qui peut prendre deux valeurs, moins une demi et une demi. Donc, disons, lorsqu'on ira, OK, voilà, par exemple, si je suis dans... Oui. Et pour M, c'est quoi le nom de M? Qui? Tu as dit qui? Pour qui tu as demandé, Claudine? Je pas entendu. Allô? Claudine? Pour M. M. Mais c'est ML, c'est pas M, c'est ML. On ne dit pas L, M, M et L, mais de préférence, pourquoi est-ce qu'on dit, on a mis L? Parce que Monsieur, reprenez pour moi, s'il vous plaît. Ces lettres, elles veulent dire quoi? L, c'est pour la couche, le numéro de la couche. L, c'est pour couche. M, c'est pour couche. Ça, c'est pour sous-couche. Sous-couche. S couche, pour sous-couche. ML, c'est le nombre quantique magnétique. Et S, c'est le nombre quantique de spin. Maintenant, ce qu'il faut savoir pour chaque quantique, des valeurs possibles. OK, je vais prendre, disons, si un atome a une seule couche, si un atome a une seule couche, N est égal à 1, L sera égal à combien? L sera égal à 0. ML sera égal à combien? ML sera également à 0. Et S aura toujours ces deux valeurs. Moins une demi, une demi. Vous allez comprendre pourquoi après. Par exemple, si je prends un atome, 0. je prends un atome qui a deux couches. À 0. Un atome ayant deux couches d'électrons. Donc, N est égal à combien pour cet atome? N est égal à combien si l'atome a deux couches? N est égal à 2. L'atome a une première couche et a une deuxième couche. Donc, pour la première couche, pour cette première couche, L sera égal à 0. Pour l'autre, on aura 0 et 1. ML sera égal ici à 0. Pour ça, 0 ici, mais pour ça, on aura moins 1 et 1. Maintenant, pour le nombre quantique de spin, chaque électron a deux spins possibles qui sont moins une demi, une demi. Ici, moins une demi, une demi. Ici, moins une demi, une demi. Ici, moins une demi, une demi. Ça fait combien de valeurs de spin qu'on a trouvé au total ici, en comptant? On a trouvé combien de valeurs de spin? Avec ces nombres, moins une demi, moins une demi. 6. On a trouvé combien, non? Pas seulement 8. 8. Eh bien, vous voyez ces chiffres-là, ce sont ces chiffres-là qui donnent encore les quantités d'électrons de la couche 8. Ce sont ces chiffres qui donnent les quantités d'électrons qui peuvent prendre la couche. C'est pour cette raison-là que, par exemple, la couche 8 peut prendre 2 électrons. 8 électrons, désolé. Monsieur, Oui. il manque pas quelque chose. Comme quoi?
dans la couche L, pour 2, c'est entre moins 2, 0. Oui, c'est ça. Je vérifie quelque chose. Il manque quelque chose ici. À partir de quel endroit? Pour ML ou bien pour L? À partir de De la pour ligne ML. pour ML, en fait, c'est ce que j'ai vu. Ça aurait dû me donner 10 électrons au total. Très bien. Oui. 0. Avec 0, on aura 2 spins aussi. Moins une demi, une demi. Lorsqu'on compte au total, ça va nous donner 10. Ces 10 possibilités, ce sont ces 10 possibilités-là qui vont donner les 10 électrons de l'atome. OK. Si je prends un atome tel que l'hydrogène, qui a combien d'électrons? Un électron. Maintenant, écoutez, il y a une autre chose. La chose qu'on doit, qui est la plus importante, par exemple, on avait dit, par exemple, N, qui est la couche, N peut être égal à 1, 2, 3, 4, etc. Et L dépend de N. Et les valeurs permises pour L sont quoi? 0, 1, 2, 3, ainsi de suite, jusqu'à Moins N, 2, jusqu'à 0, N-1, n'est-ce pas? Elle varie de 0 à N-1. N'est-ce pas? Par exemple, pour N égale à 1, on avait appelé ça oui. K. On avait appelé ça K. Pour N égale à 2, on avait appelé ça N. Pour N égale à 3, M, etc. Eh bien, pour N égale à 0, on va appeler ça sous-couche S. Pour N égale à 1, on va appeler ça sous-couche P. Pour N égale à 2, on va appeler ça P. Pour N égale à 3, on va appeler ça F. Après les autres, on va les mettre dans l'ordre alphabétique. Donc, après F, qu'est-ce qui viendra? G, après H, etc. En réalité, on a compris que caractérisé par N, L et S, mais pour la suite, on va utiliser seulement ces deux nombres quantiques, le nombre quantique principal et le nombre quantique secondaire, dont la combinaison nous donne ce qu'on appelle orbital. Ça, c'est une deuxième définition d'orbital. Alors, une orbitale peut être encore définie comme étant une combinaison du nombre quantique principal et du nombre quantique secondaire. Donc, on obtient une autre définition pour orbital. Orbital, deuxième définition, c'est une combinaison nombre quantique principal et du nombre quantique secondaire. Maintenant, ce qu'il faut savoir pour la notion d'orbital. L'orbital, c'est, disons, c'est la maison où habite l'électron. Dépendamment de l'orbital, ça aura une forme. Comme c'est une maison, ça aura une forme. Par exemple, même si l'orbital, pour donner l'orbital, c'est la combinaison de N et L, mais on a tendance à l'orbital P, D, F, G, etc. Par exemple, l'orbital F a une forme géométrique. L'orbital P a une forme géométrique. Je vais essayer de vous montrer des images. Par exemple, pour l'orbital, si vous allez sur Internet, vous cliquez les orbitales atomiques. N'oubliez pas que l'orbital, c'est l'endroit où l'on peut trouver l'électron. OK, nous allons prendre, par exemple, OK, image, c'est pas trop mal. OK, je vais d'abord vous montrer l'orbital S. L'orbital, en fait, une orbitale S est très simple, c'est tout simplement une boule, comme un ballon. Vous êtes là? Oui. C'est un ballon, tout simplement, pour l'orbital S. Comme vous voyez ce ballon. Ça, c'est l'orbital S. Et vous voyez, c'est un ballon qui est petit. C'est l'orbital 1S, c'est l'orbital 2S. Mais pour l'orbital P,
Donc, elle lui-même n'a pas la forme d'une sphère. C'est différent. Je vais vous montrer des exemples d'orbital P. Vous voyez la forme des orbitales P? Alors, l'orbital P a 3 directions. Ça a une direction suivant l'axe des X, une direction suivant l'axe des Y, une direction suivant l'axe des Z. Par exemple, pour ces images-là, ça c'est cet orbital-là suivant la direction, ça c'est suivant X, c'est suivant Z, et bon, ça c'est encore suivant Z. Ça, on a différentes possibilités pour l'orbital. Comment est-ce qu'on fait ça? Bon, je vais essayer de dessiner ça moi-même. Lorsqu'on vous dit orbital S, c'est une boule. Donc, c'est une sphère. Disons qu'on dit que ça a une symétrie sphérique. Pour l'orbital S. Mais pour l'orbital P, ça se trouve suivant les 3 directions, suivant les axes X, Y, Z. Suivant je vais faire ça en... Je vais prolonger ça. Lorsque je prolonge ça, ça signifie quoi? La partie que je prolonge. Ça, c'est l'axe des X. Ça, c'est l'axe des Y. Ça, c'est l'axe. Ça, c'est Z. Quand je prolonge, quand je mets des parties, ce sont les prolongements. Ce sont les parties qui nous est pas possible de voir vraiment, qui sont en arrière-plan. En réalité, on ne voit pas ces parties-là, elles sont de l'autre côté. Donc maintenant, l'orbital P, par exemple, quand on est sur l'axe des X, on a une partie qui est ici. Et l'autre partie qui est de l'autre côté, l'endroit où on ne voit pas vraiment. De même pour sur l'axe des X, des Y alors, on a une partie qui est là. Et l'autre portion est de l'autre côté, là où l'on ne voit pas. De même pour l'axe des Z, on a également une partie ici, de l'autre côté. Donc, ça, c'est la représentation d'une orbitale P. OK, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de donner à la fin la structure, la configuration électronique. OK. Disons, quand on avait un électron, un carbone comme un atome comme le carbone, avec ses 6 électrons. Lorsqu'on avait donné sa structure électronique, on avait du K2, K2L4, avec K qui est la couche 1 et L qui est la couche 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient de voir? Dans la couche 1, on a, ça c'est N égale à 1, N égale à 2 ici. Maintenant, pour les valeurs de L, pour N égale à 1, L va être égale à quoi? 0. Pour N égale à 2, L va être égale à quoi? 0 et 1. Et n'oubliez pas qu'on avait donné des noms aussi, des noms de lettres. On avait dit, par exemple, 0, c'est ce qu'on va appeler S. Donc, quel que soit l'endroit où l'on trouve 0, on l'appelle toujours S. Mais 1 lui-même, on l'appelle P. C'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on avait dit ici. N'oubliez pas. On les avait dit ça ici. Donc, ça signifie quoi? À la place de K2L4, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire pour le carbone 12, on va écrire S2, NS2, SS2, EP2. Donc, on va justifier ça. N'oubliez pas, la première couche peut prendre combien d'électrons au maximum? 2. 2 électrons. Et la deuxième couche? On aura 2 S. 4. Et la deuxième couche, ça peut prendre combien d'électrons au maximum? 4. Non, c'est pas ça. Je vous rappelle la formule. La formule, c'est 2 fois n au carré. Donc, si n égale à 1,
ça va me donner 2 fois 1 au carré qui me donne 2. Donc, c'est pour cette raison-là que la première couche peut prendre 2 électrons maximum. Et pour la deuxième couche, ça me donne 2 au carré. 2 au carré donne 4, 4 fois 2, 8. Donc, ça peut prendre 2 électrons, 8 électrons au total. Pour la troisième couche, ça me fait 2 fois 3 au carré. Ça nous donne combien? Fois au carré donne 9 fois 2, 10. Pour la quatrième couche, c'est 2 fois 4 au carré. 4 au carré, 16, 16 fois 2, 32. Donc, 32 électrons au maximum. Maintenant, quand on est dans la couche 1, qui a seulement la sous-couche 0 qu'on appelle encore S. Comme la couche au maximum, donc ça signifie que 10 de la sous-couche S. Ça signifie automatiquement que la couche S, non, la sous-couche S peut prendre au maximum. Maintenant, quand on est dans la deuxième couche peut prendre 8 électrons au maximum. Mais la deuxième couche a combien de sous-couches? 2 sous-couches. Une sous-couche S et une sous-couche P. Or, on sait déjà que la sous-couche S peut prendre au maximum 2 électrons. Parmi ces 8 électrons, combien est-ce qu'il en reste? Il reste 6. Donc, ça signifie quoi pour la sous-couche P? Qu'il peut prendre 6 électrons Oui, au maximum. au maximum. 6 électrons. Maintenant, on va faire la même logique pour la troisième couche. La troisième couche peut prendre combien d'électrons au maximum? Je vais vous montrer ça, calculer ça. La troisième couche peut prendre combien d'électrons? 18 électrons. Maintenant, ça peut prendre 18 électrons au maximum, mais on sait que dans la troisième couche, on a 18 électrons. Oui, attends. Dans la troisième couche, on a combien de sous-couches? On a combien de sous-couches dans cette couche? Troisième couche, ça a 3 sous-couches. 3 sous-couches. Qui sont, soit on met les chiffres, oui, soit on met les chiffres 0, 1, 2, ou bien on met les lettres S, P, D. 3 sous-couches. Oui, on sait déjà que la sous-couche Oui. S peut prendre au maximum. La sous-couche S peut prendre au maximum 2. On vient de voir que la sous-couche P peut prendre au maximum 6. Ça fait déjà combien? 8. Donc, la sous-couche D va prendre combien d'électrons au maximum? Combien au maximum pour la sous-couche D? Étant donné qu'on avait 18 électrons au maximum, donc ça fait quelle quantité maximale pour la couche D? La sous-couche alors, la sous-couche D. Reprenez. On est dans la troisième couche. À l'aide de l'application de la formule, on sait que la troisième couche peut prendre au maximum 18 électrons. Tu es là. Ça peut prendre au maximum 18 électrons. Et qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que dans une couche, il y a autant de sous-couches que le numéro de la couche. Par exemple, si on est dans la troisième couche, on aura 3 sous-couches. Et bien, dans la troisième couche, ces sous-couches sont S, P et D. Maintenant, on vient de voir que la sous-couche S peut prendre 2 électrons au maximum. La sous-couche P, au maximum 6. Donc, il en reste combien pour la sous-couche D comme quantité d'électrons au maximum? 10. 10. Donc, n'importe quelle sous-couche D peut prendre au maximum 10 électrons. Maintenant, je vais essayer de vous donner un autre exemple pour augmenter la compréhension. Je passe avec la couche 4. Si on est dans la quatrième couche, ça admet combien de sous-couches? La quatrième couche. La quatrième couche admet combien de sous-couches? 4 sous-couches qui sont S et qui d'autre? D. D. Après D. F. F. OK. Qu'est-ce qu'on sait déjà? Oui, on sait déjà que la sous-couche S peut prendre au maximum 2. La sous-couche P. Oui, j'ai déjà mis. La sous-couche P peut prendre au